Au balcon de la basilique Saint-Pierre, Jean-Paul II lance un appel pour sauver les enfants victimes de la guerre, qu'ils soient palestiniens, israéliens, afghans, américains ou rwandais. Un message de paix pour Noël dans un monde où résonne la violence. Les pressions internationales n'y ont rien fait. Ariel Sharon n'a pas autorisé Yasser Arafat à se rendre hier soir à Bethléem. La chaise du président palestinien est restée vide. De nombreuses voix s'élèvent, en Israël même, contre cette décision. Au 4e jour du mouvement, la grève des médecins généralistes contraint les centres d'urgence et le SAMU à faire face à de très nombreux appels. Il y a embouteillage, illustration à Lyon dans ce journal. Une de nos équipes a passé cette veillée de Noël au commissariat central de Lille. Bagarre, petite délinquance et dérapage éthylique la nuit au poste, comme si vous y étiez. Et puis, tôt ce matin, l'émerveillement pour les enfants au pied du sapin avec l'ouverture des cadeaux du Père Noël. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous et très joyeux Noël à tous. Un Noël célébré par les chrétiens du monde entier. Beaucoup de ferveur à Rome, notamment autour de Jean-Paul II. Le pape, ce matin, a adressé aux pèlerins son traditionnel message Urbi et Orbi. Heureuse et sainte fête de Noël, que le Christ Sauveur vous garde dans l'espérance. Heureuse et sainte fête de Noël. Jean-Paul II s'est donc adressé en français, mais aussi dans 59 autres langues et idiomes du monde entier aux pèlerins venus célébrer Noël. Dans un monde où aimer son prochain ne va pas de soi, le souverain pontife a insisté sur le message d'espoir du Christ. Il a lancé un appel à sauver les enfants victimes de ces guerres qui déchirent la planète et s'est montré préoccupé par la situation au Proche-Orient. À Rome, Sophie Mézel et Dominique Merlin. Ils étaient nombreux à avoir fait le voyage pour exaucer l'un de leurs vœux les plus chers, assister au moins une fois à la messe de minuit du Saint-Père. Aussi, quand en avance de quelques minutes sur l'horaire prévu, Jean-Paul II a pénétré dans la basilique Saint-Pierre, l'ambiance était aussi chaleureuse que si tous ces gens retrouvaient un proche. Mais hier soir, l'heure était aussi à la gravité. Et l'homélie du pape et ses messages de paix ont retenti avec un écho particulier. En ce Noël, nos cœurs sont préoccupés et troublés par la persistance dans plusieurs régions du monde de la guerre, des tensions sociales, des conditions pénibles dans lesquelles vivent tant d'êtres humains. Nous cherchons tous une réponse qui nous rassure. Et si le Saint-Père n'a pas directement évoqué le conflit qui déchire le Proche-Orient, le texte français qu'il a choisi de faire lire ne laissait planer aucun doute quant à sa portée symbolique. Les Juifs, les musulmans et les chrétiens se réfèrent tous à Abraham, père dans la foi. Et malgré leurs différences, ils invitent à l'adoration du Dieu unique, miséricordieux et éternel. Puissent-ils faire tout leur possible pour que jamais le nom de Dieu ne soit utilisé pour des œuvres de mort. Et d'une certaine façon, on ne pouvait ignorer hier que le Bethléem, qui fut témoin du mystère de la Nativité il y a plus de 2000 ans, dialoguait en cette cérémonie avec le Bethléem d'aujourd'hui. Et précisément, le président palestinien bloqué à Ramallah n'a pas pu se rendre à Bethléem pour la messe de Noël comme il en avait pris l'habitude depuis la fin de l'occupation israélienne en 1995. Une décision critiquée partout dans le monde, mais aussi en Israël. Dans l'église Sainte-Catherine de Bethléem, la chaise de Yasser Arafat est donc restée vide hier soir. Correspondance Charles Anderlin, Jean-François Meunier. C'est l'image symbole de ce Noël. Dans l'église de la Nativité à Bethléem, la place de Yasser Arafat était vide, recouverte du kéfier traditionnel. La pression internationale n'a pas fait fléchir le cabinet Sharon. Le patriarche latin Michel Sabah a célébré la messe de minuit en l'absence du président palestinien. Au premier rang, les consuls généraux de France, de Belgique, d'Espagne et d'Italie, les 4 pays théoriquement protecteurs des lieux saints. L'événement a été retransmis dans des conditions techniques difficiles par la petite télévision palestinienne.
Sur la place de la Nativité, devant la basilique, au lieu des grandes chorales étrangères des années précédentes, une chorale chrétienne de Bethléem donnait malgré tout un air de fête. Pendant ce temps, à Ramallah se déroulait un défilé de soutien à Yasser Arafat. Exceptionnellement, les manifestants ont pu pénétrer à l'intérieur de la présidence. Le slogan « Par l'esprit, par le sang, nous te défendrons, Yasser Arafat ». Et aujourd'hui, en fin de journée, ce sont des centaines de chrétiens de la région de Bethléem et plus de 70 militants de gauche français qui, après une marche au flambeau, sont allés vers le barrage militaire israélien. Tout le monde doit avoir le droit de se déplacer, y compris nos amis palestiniens, et que donc nous réclamons le droit de tout citoyen libre du monde de nous déplacer d'un endroit à un autre, particulièrement de manière aussi pacifique que cela. La manifestation s'est finalement dispersée sans autre incident. Oui, et dans le même temps, le djihad islamique vient d'annoncer l'arrêt des opérations militaires contre Israël. Décision prise, explique-t-on, auprès de l'organisation intégriste armée pour ne pas offrir à Israël l'occasion de multiplier ses pressions sur les Palestiniens. Et puis, accrochage près de la frontière avec la Jordanie. Un soldat israélien et 2 hommes armés de nationalité inconnue ont été tués. Une patrouille militaire a été mitraillée par des hommes postés du côté jordanien de la frontière. Les militaires israéliens ont ensuite riposté. Seuls les médecins réquisitionnés ont travaillé aujourd'hui. Au 4e jour du mouvement, la grève des généralistes est très suivie partout en France et du coup il y a embouteillage aux urgences, comme ont pu le constater à Lyon, Virginie Fichet et Philippe Évêque. Départ primaire pompier, Carrel 32, le docteur Cotte, infirmier Huguem à Bourbon. Oui, bonjour, c'est le médecin, qu'est-ce qui se passe? En l'espace de 12 heures, le SAMU a reçu 2 fois plus d'appels qu'à l'ordinaire, 2 fois plus d'urgences à gérer et des solutions 2 fois plus limitées. Alors, il n'y a pas de médecin de garde sur votre secteur. Donc, hors courrier, SOS médecin ne se déplacera pas. Donc, la seule solution, c'est de vous rendre sur un centre hospitalier. Car malgré les réquisitions, la grève des médecins libéraux laisse le SAMU submergé. Alors, pour tenter de rationaliser les interventions, le médecin régulateur consulte pratiquement par téléphone. Un appel qui devrait être géré en 30 secondes, on va prendre peut-être 2 minutes pour prendre une décision, qui sera peut-être pas non plus une décision bien adaptée, puisque souvent la décision adaptée, c'est d'envoyer le médecin de garde sur le secteur. Résultat, le standard est engorgé, les équipes sont débordées et le traitement des vraies urgences menacé. T'en es où à Saint-Fond? Là, il n'y a pas les pompiers sur place, la personne est en arrêt. Ils n'ont pas de personnel, ils sont débordés, ils cherchent une équipe. Ils partent que maintenant. Et quand le médecin de famille répond aux abonnés absents, l'itinéraire aboutit souvent aux urgences. Sur le journal, on avait un numéro, on a essayé d'appeler, pas moyen de le joindre. Je pense que ce qu'il y a ma fille aurait pu être fait à la maison. Il n'y a pas besoin de se déplacer sur 40 km pour venir aux urgences. En pédiatrie, on a compté près d'1 tiers de consultations supplémentaires. En pleine épidémie de bronchiolite et gastro-entérite, cette surcharge perturbe un peu plus le fonctionnement du service. Nous avons hospitalisé moins de 10% des malades, ce qui veut dire que au moins 80%, si ce n'est 90%, auraient pu être pris en charge ailleurs qu'à l'hôpital. Son premier Noël, elle l'aura passé à l'hôpital. Marion, 5 semaines, va enfin être examinée après 3 heures d'attente. Cette période de Noël où les enfants sont rois est souvent un moment difficile à vivre pour les parents divorcés qui n'ont pas la garde de leurs enfants. À Montpellier, 2 pères de famille ont entamé une grève de la faim pour obtenir la garde partagée et alternée de leurs enfants confiés par la justice à leur mère, Isabelle Quintard. C'est le jour de Noël, mais pour Didier Duc, c'est surtout le 7e jour de sa grève de la faim. Divorcé depuis 1 an, père d'un petit garçon de 15 mois, il ne veut plus d'une paternité par intermittence, rythmée par les décisions de justice. Ce qu'il voudrait, c'est une vraie garde partagée. Moi, je propose la résidence alternée. J'ai vu plusieurs pédopsychiatres qui me conseillent 2 jours, 2 jours, vu que l'enfant est en bas âge. Si à chaque fois le délai était beaucoup plus long, il vit l'abandon du parent qui le délaisse. Alors que par le système de 2 jours, 2 jours, il n'a pas le temps de perdre l'habitude de ses parents. Car pour l'instant, ce père de famille doit se contenter de 2 week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires. Une éducation en pointillé, difficile à vivre, surtout en période de fête. Voilà, le cadeau de mon fils, ils sont là, il ne pourra pas avoir parce qu'il ne viendra pas le jour où le Père Noël vient. C'est vraiment quelque chose de très très dur. J'espère
J'espère qu'un jour quelqu'un se rendra compte de ce qui est décidé par la justice. C'est quelque chose d'inimaginable. Il y a 3 jours, un autre père divorcé l'a rejoint dans sa grève. Soutenu par une association, il recueille des pétitions pour faire modifier le texte de loi actuel. Nous demandons que la résidence alternée soit la règle à la demande d'un seul des parents. Alors qu'actuellement, les lois qui viennent de nous être proposées mettent la résidence alternée avec l'accord des 2 parents. Donc il suffira qu'un parent s'y oppose pour conserver l'enfant et la pension alimentaire, et ça ne se fera pas. Quant à Didier Hugues, une nouvelle audience est prévue pour la garde de son enfant le 10 janvier. D'ici là, les 2 grévistes s'apprêtent à passer un nouveau réveillon sur le parvis de cette église. Dans la Somme, les sinistrés des inondations du début de l'année commencent à trouver que le provisoire s'éternise et les familles ont beau avoir décoré avec beaucoup de soin leur mobil-home, leur situation reste précaire. La nuit de Noël, reportage Cécile Delarue et Guillaume Viard. Doucement, hein. Toujours dans le mobil-home pour fêter Noël. Loin de leur maison détruite par les eaux, Hélène et Angèle ont peur que le Père Noël ne trouve pas son chemin. Mais je sais pas comment il va venir pour aller ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cheminée et puis... Pas de cheminée, une drôle de maison montée à la va-vite il y a 6 mois pour abriter les familles délogées. Les couteaux à huîtres et la vaisselle manquent, mais Patrick et Marilyn sont habitués à faire avec. Même si le cœur n'y est pas vraiment, ils ont décidé de fêter Noël comme si de rien n'était. Nous, si on fait Noël, c'est pour les enfants, c'est pas... Le temps d'un dîner, on essaie d'oublier la maison, les meubles, les souvenirs disparus. L'évacuation a bouleversé toute la famille. Les enfants ont eu beaucoup de mal à prendre le dessus. Les parents désespèrent de faire reconstruire à nouveau. C'est bon, toi. Il y a des crédits qui sont faits spéciaux, soi-disant pour sinistrés, et puis quand on demande quelque chose, il n'y a rien. On n'arrive pas à les avoir. C'est ce qui nous bloque pour tout. Puis nous, notre rêve, c'est de revoir une maison, on ne va pas repartir en location. La fête, malgré tout. Au dernier moment, un coup de pouce de la Croix-Rouge monégasque a permis au Père Noël de multiplier les cadeaux. Il fallait remplacer les paquets qui avaient une nouvelle fois pris l'eau. Il y avait une fuite là, et puis on les avait cachés derrière le meuble. Et le problème, c'est que bon, il y a une fuite, et puis les jouets, ils ont été pourris. Il est passé, vous n'étiez pas là, hein. Moi j'étais aux toilettes en plus. Oh bah dis donc. Oh, regarde-moi ça. Oh là là, les cadeaux. La hotte devait être bien lourde hier soir. Le Père Noël s'était en effet chargé de remplacer tous les jouets perdus. Mission réussie. Oh ouais. Pourquoi? Jacques Chirac et son épouse qui séjournent pour les fêtes de fin d'année au fort de Brégançon dans le Var ont assisté ce midi à la messe de Noël à Bormes-les-Mimosas. L'église était pleine pour l'occasion et une centaine de personnes ont salué le couple présidentiel à sa sortie. Au lendemain de l'annonce de la prime de Noël de 1000 francs pour les chômeurs, l'association Agir contre le chômage fait état d'une grande déception. AC espérait que cette prime serait plus élevée que l'an dernier. L'association avait réclamé 500 €, soit 3280 francs. L'enquête se poursuit autour de Richard Reitz, le passager du vol Paris-Miami, auteur d'une tentative d'attentat à l'explosif. On sait maintenant que l'homme est un citoyen britannique. Pour le reste, beaucoup de mystères encore. Quant aux autorités françaises mises en cause par le patron de la compagnie aérienne, American Airlines, elles démentent toute négligence. Zindine Boudaoud, Pascal Caron. À Roissy, le personnel d'American Airlines ne change rien à ses habitudes. Un peu plus nerveux peut-être depuis samedi. Contrôle des identités, questionnaire avant de pouvoir embarquer. Vendredi, c'est l'un de ses agents qui a prévenu la police du comportement suspect de Richard Reitz. Mais le lendemain, l'homme avait pu embarquer. Les policiers français n'avaient rien trouvé à lui reprocher. Une bavure policière, suggère le PDG de la compagnie américaine dans un message enregistré adressé à ses employés. Our people brought the passenger to the attention of French authorities. And it was only after those authorities cleared him that he was allowed to board the flight on Saturday. Sous-entendu, les autorités françaises sont responsables. Richard Reitz a franchi tous les contrôles avec 200 grammes de peintrite dans les chaussures. Ni les rayons X ni le portique magnétique n'ont pu les déceler. Seul un chien spécialement dressé aurait pu le faire. Problème, ce jour-là, il y avait moins de 10 chiens pour une centaine de points de contrôle.
À ce stade, seul le commandant de bord aurait alors pu s'opposer à l'embarquement de Richard Reid. Le commandant de bord, par le code de l'aviation civile, est responsable de tout le chargement et de tous les passagers qui sont à bord de l'avion. Il ne peut évidemment réagir que s'il est informé de tel ou tel cas ou s'il constate telle ou telle infraction. Mais ce n'est pas du tout le rôle essentiel du commandant de bord que de jouer un rôle de police, bien sûr. Pris en défaut, le dispositif de sécurité va se durcir dans les aéroports français. Les chiens renifleurs de la gendarmerie et des douanes vont renforcer les contrôles des bagages et des passagers. À Roissy, les fouilles vont se multiplier sur les vols classés sensibles, notamment ceux à destination des États-Unis. Pas de trêve de Noël au-dessus de l'Afghanistan. Les forces américaines bombardent à nouveau la région de Tora Bora. Ben Laden est introuvable. Washington reconnaît ne pas savoir si le terroriste est, oui ou non, toujours en vie. Pas de trêve non plus pour le petit contingent français positionné sur l'aéroport de Mazar-e-Sharif dans le nord du pays. Les travaux de remise en état de la piste se poursuivent pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire. Les Français sont chargés d'assurer la sécurité des lieux. Vincent de Guyenne, Didier Dain. Si à Mazar-e-Sharif le conflit est fini, des bombes y explosent encore. Ce sont de vieilles munitions à l'abandon qui, comme ces carcasses, témoignent des guerres passées. Chargés de sécuriser l'aéroport, les soldats français chaque jour débarrassent le sol de roquettes et de bombes avec l'aide des Américains. Là, il y en a énormément, il y en a une centaine ici, plus au moins une centaine à côté. On en a déjà transporté pas mal et détruit, je pense déjà 200. Ils sont maintenant 220 Français ici, à patrouiller, surveiller un territoire aux allures parfois de désert des Tartares. Les relations avec les Afghans sont excellentes, malgré les problèmes de langue. Cela s'occupe de réparer la piste, endommagée par les bombardements américains. Les quelques avions quotidiens, militaires pour la plupart, n'utilisent qu'un tiers de la piste. Au rythme où vont les travaux, il faudra encore attendre avant que des gros porteurs ne puissent acheminer de l'aide humanitaire. À partir de la première semaine de janvier, on devrait voir arriver régulièrement et à grand flot donc les avions des différentes ONG. Alors seulement la mission des Français à l'aéroport sera accomplie. Peut-être céderont-ils la place aux Américains, de plus en plus nombreux à Mazar-e-Sharif. Un contingent est encore arrivé aujourd'hui, sous la protection de l'armée française. Combien de temps faudra-t-il aux femmes afghanes pour retrouver dignité et confiance? Certes, les talibans ont quitté les rues de Kaboul, mais les années noires ne s'effacent pas si facilement. Une femme s'emploie à aider celles qui, il y a quelques semaines encore, étaient considérées comme des moins que rien. Cette femme, qui revient de 17 ans d'exil au Pakistan, s'appelle Sima Samar et elle vient d'être nommée ministre de la Condition féminine. C'est un portrait signé Éric Monnier et Bruno Giraudot. Pour ces militantes d'associations de femmes afghanes, le cauchemar des talibans a cessé. Mais les souvenirs sont toujours aussi douloureux. Raconter les privations, les vexations, les sévices, certaines d'entre elles ne l'avaient jamais fait encore, faute d'interlocuteurs. Aujourd'hui, c'est un ministre qui les écoute. Sima Samar est la surprise du tout nouveau gouvernement provisoire. Elle est ministre de la Condition féminine. Une première pour l'État islamique d'Afghanistan. Ce médecin, qui a passé 17 ans en exil au Pakistan, ne possède encore ni bureau, ni téléphone, ni voiture, ce qui ne l'empêche pas de multiplier les contacts avec un credo. On ne pourra pas développer ce pays avec seulement la moitié de la population. La première bataille de Sima Samar peut se résumer en une image. Elle est aujourd'hui l'une des rares dans le pays à ne jamais porter la burqa, le voile traditionnel, obligatoire sous les talibans, mais que les femmes afghanes ne se sont pas décidées à enlever par peur des représailles. Elles ont le droit de l'enlever. Mais bien sûr. Mais elles subissent une très forte pression politique et sociale. Non, non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de police religieuse pour les frapper dans la rue. Une position diversement appréciée. J'espère qu'un jour toutes les femmes enlèveront leur burqa et pourront aller à l'école ainsi. Moi, je sais pas, je suis qu'un fonctionnaire. Elle est la ministre, alors si elle dit qu'on peut l'enlever... On fera simplement ce qu'on a à faire et ce qu'on doit faire n'est pas contre l'islam ni contre notre culture. Alors personne ne peut s'y opposer. Devant une assemblée de femmes fonctionnaires qui ont retrouvé le droit de travailler après 5 ans d'interdiction, Madame la ministre ne parle pas de révolution. Elle dit seulement que les Afghanes doivent retrouver une place dans la société, place qu'elles occupaient auparavant. Elle dit que le régime taliban ne fut qu'une parenthèse dans l'histoire mouvementée de l'Afghanistan.
À New York, réouverture très émouvante de l'église Saint-Paul au pied des ruines du World Trade Center, une église miraculeusement épargnée lors de la catastrophe. Seuls les vitraux avaient été soufflés lors de l'effondrement des tours jumelles. L'église date du XVIIIe siècle. Hier soir, une messe y a été célébrée. À New York, ce réveillon était chargé d'émotions, particulièrement pour tous ceux qui ont travaillé sur le site du World Trade Center. Alain de Chalvron a passé cette veillée de Noël auprès d'un des pompiers qui s'active depuis le 11 septembre sur les ruines des tours jumelles. Un Noël en famille, mais où le souvenir des collègues disparus reste très présent. À minuit, à l'heure où l'Amérique célébrait la naissance de Jésus, le chantier de Ground Zero continuait à travailler. Service minimum, mais service tout de même. Le lieutenant Tompkins du corps des pompiers de New York a été mis en congé exceptionnel pour l'occasion. Un de ses premiers jours de repos depuis le 11 septembre. Depuis cette date, en effet, il passe littéralement sa vie sur le chantier. Et l'idée de passer Noël avec sa femme provençale, membre, elle, de la Croix-Rouge, est une bénédiction, même si le cœur n'est pas vraiment à la fête. J'ai essayé de recréer un peu l'ambiance, le Christmas spirit. On n'avait pas du tout envie de faire beaucoup cette année, mais moi je suis heureuse d'avoir mon mari ce soir parce que j'avais une appréhension, l'appréhension d'être toute seule. Nous essayons de nous mettre dans l'état d'esprit de Noël et c'est bien, mais il y a comme une ombre à cause des amis disparus. Comme tous les pompiers de New York, le lieutenant Tompkins a perdu beaucoup de ses camarades, 13 de ses meilleurs amis. Et c'est précisément cela qui le motive pour travailler jour et nuit sur le chantier. Aussi sinistre que ce travail de recherche des corps dans les décombres puisse paraître, il ne me pose pas de problème. J'essaie de rendre mes amis à leur famille pour qu'ils puissent avoir des funérailles. Je pense que nous avons changé, que le pays a changé. De fait, le quartier des Tompkins, à quelques centaines de mètres de Ground Zero, était déserté hier soir. Et il fallait cette jeune femme en trottinette pour rappeler que c'était tout de même un soir de fête. En Argentine, lancement dans quelques jours d'une nouvelle monnaie baptisée Argentino, une monnaie non convertible et qui devrait permettre au gouvernement d'assurer le paiement des salaires et des retraites. Reste à savoir si cela suffira à redresser une situation économique catastrophique. Dans la banlieue de Buenos Aires, la messe de Noël a pris cette année un tour particulier. Les classes populaires, traditionnellement péronistes, sont partagées entre le deuil des 20 morts des émeutes de la semaine dernière et l'espoir suscité par le retour de leur parti au pouvoir. Envoyés spéciaux en Argentine, Pascal Doucet-Bon et Tristan Lebras. Est-ce une prière ou un chant de victoire? À Notre-Dame du Rosaire, les fidèles accueillent le Messie et saluent leur nouveau président péroniste. Lanús, banlieue ouvrière de Buenos Aires. Ici, 9 habitants sur 10 sont pratiquants. Presque autant votent péronistes avec la bénédiction du clergé. Dans la canicule et la tension de l'été argentin, l'Église catholique n'a pas pris parti, mais les prêtres des banlieues pauvres, eux, n'ont jamais caché leur sympathie politique. La mort des gens qui manifestaient nous a horrifiés, mais il y a au moins un aspect positif, le peuple a osé s'exprimer. Le parti péroniste écoute l'Église, le clergé, mais aussi les fidèles. Des paroles d'évangile pour ces paroissiens dont 1 sur 2 est au chômage. Pendant l'office, le père Abraham a à peine abordé le sujet. Il n'en avait pas besoin, la politique était dans toutes les prières. Et ce gouvernement qui était si mauvais pour le peuple est parti. Alors, on espère qu'il y aura des meilleures choses pour notre pays. Mais vous savez, vous voyez que l'Argentine a une foi immense. Et ça va l'aider. D'autres, bien sûr, sont un peu moins optimistes. Mais l'heure n'est pas encore au débat. Noël est une trêve que les Argentins ont toujours respectée. Mais dès demain, la politique reprendra ses droits. Les élections sont dans 3 mois. Au Brésil, 40 morts et près de 70 disparus. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'état de Rio de Janeiro, alors que c'est l'été là-bas. Les coulées de boue ont tout ravagé sur leur passage. Les quartiers pauvres ont été les premiers touchés dans de nombreuses villes de cette région de Rio de Janeiro.
En Europe, c'est la neige qui provoque de sérieuses perturbations dans plusieurs pays. La Pologne, la Bulgarie, la Macédoine sont ainsi touchés. Mais c'est en Allemagne où l'on a battu des records de froid que le trafic routier a été le plus perturbé. Christelle Bertrand. Moins 45,9 degrés. À part ce caméraman, il n'y avait pas grand monde dehors ce matin en Bavière. L'Allemagne n'a jamais connu ce genre de température digne de la Sibérie. La neige, elle, s'est installée en masse au nord du pays. Elle atteint 2 mètres d'épaisseur par endroit. Résultat, trains bloqués, autoroutes coupées et aéroports de Berlin paralysés. Certains automobilistes ont même dû passer la nuit de Noël dans leur voiture. Dans la matinée, ils étaient toujours coincés. C'est une catastrophe. Les voitures sont alignées dans le fossé des deux côtés de la route. Personne ne peut plus bouger. Je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi. La neige est tombée toute la journée dans les stations de ski des Alpes bavaroises. Les services météo mettent en garde contre le risque d'avalanche. Retour en France avec cette nuit de Noël que vous avez, je l'espère, passée avec tous ceux que vous aimez. Mais pour certains, elle s'est terminée à l'hôpital. Une nuit presque comme les autres, aux urgences de Saint-Antoine à Paris. C'est un reportage de Delphine Orviller et Valérie Lucas. Vous avez mal où ? Une double fracture du fémur et du poignet le soir du réveillon. Ce n'était pas le Noël rêvé pour Yvonne. On aurait préféré que ça soit autrement. Il avait bien commencé. Oui, il avait bien commencé et il finit mal. Pour le personnel, c'est un soir presque comme tous les autres. À Noël, comme n'importe quelle autre nuit, une trentaine de personnes passent la porte des urgences. On fête Noël aux urgences comme un autre jour, je pense. D'ailleurs, on ne fête pas Noël, en fait. Et les problèmes rencontrés sont les mêmes que le reste de l'année. Il faut gérer l'attente des malades, l'angoisse de leur famille et tenter de trouver au plus vite un lit dans un service de l'hôpital. Là, c'est en période de fête, donc on a beaucoup de fermetures de lits. Donc c'est assez difficile, mais on essaye de faire notre maximum, surtout quand c'est des personnes âgées comme ça. Il est possible que d'autres personnes qui arrivent un peu plus tard dans la nuit passent la nuit aux urgences. Un coup de fil passé à tous les services. Pour les médecins de garde, cette nuit aussi, c'est une course au lit disponible. Vous avez annoncé éventuellement un lit de femme ? Je confirme, t'as pas de lit du tout. Tu penses pas ou t'es sûr ? Et quand minuit arrive... 1, 2, 3, joyeux Noël. En guise de réveillon, ni cadeau, ni champagne, juste une tasse de café et une dose de bonne humeur. À partir du moment où on a choisi ce métier, on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on travaille pendant que les autres font la fête. Donc on le sait depuis un petit moment. Bon, on aimerait bien se poser quelques temps, peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir manger un petit peu différemment que d'habitude. Mais on essaiera d'en profiter dans un moment un peu calme. Mais avant de souffler un peu, il faudra prendre soin de tous ceux pour qui Noël n'a plus rien d'une fête et faire que chaque geste, même le plus banal, soit ce soir un peu plus humain. Alors à défaut de se retrouver à l'hôpital, certains ont carrément fini leur nuit au poste de police. Excès alcoolique notamment pour les policiers du commissariat central de Lille. Cette nuit du 24 décembre n'était guère différente des autres nuits. La mission, assurer la sécurité. Dorothée Cochard et Frédéric Beaune. Pour quel motif vous appelez la police, s'il vous plaît? Tapage nocturne. Tapage nocturne, donc. Appel à l'une des 6 équipes de police secours. Départ de PSU, un effectif 3 équipés d'un quart. Noël, jour ordinaire pour les policiers de Lille. Même si pour ce soir, la plupart d'entre eux sont des volontaires désignés. C'est vrai, c'est certain que j'aurais préféré être en famille, quoi. Ah oui, ça, je sais, premier étage. Ce sont les voisins du dessus qui n'arrivaient pas à dormir et qui ont prévenu la police. Ce que je voudrais, c'est que baisser un petit peu la musique, c'est tout, on n'a pas le tout. Mais faut la baisse la musique. De toute façon, on va l'attaquer carrément la musique. On va aller se coucher, on va tout éteindre et puis commencer bon. On va tout... Et comment il n'y a pas de Noël et puis il n'y a plus de réveillon, il n'y a plus de soucis. Alors maintenant, eh ben, faites au gouvernement comme que Noël et puis Nouvel An c'est terminé. Faites pas ce souci, voilà. Il n'y aura plus Noël pour personne, il n'y aura plus Nouvel An pour personne. Voilà. T'as du bordel en haut à... Il y a seulement que 2 fois par année qu'on peut faire un réveillon et ceci, cela. À peine le litige résolu, une voiture dépasse le fourgon de police et grille un feu rouge. Vous sortez votre permis de conduire et l'attestation d'assurance. Vous descendez du véhicule? Ça ira plus vite. J'ai bu du 3 verres en mangeant, c'est tout. Ouais. Mais 3 verres, tout à l'heure c'était un verre. Arrivé au commissariat central, direction l'éthylomètre. C'est un instrument qui permet de mesurer le taux d'alcool dans le sang. Vous allez souffler à l'intérieur, il faut un souffle long et continu.
On verra un peu beau de tout. Allez, encore. C'est bon. C'est bon. C'est pas suffisant. Alors, on va refaire. C'est pas soufflé assez fort, monsieur. T'en embarques un? Dans le car, Laurent, allez. Allez. Autre lieu, autre méthode. Un réveillon de famille dégénère, le mari bat sa femme. Il faut en venir aux mains. Cette nuit, les policiers devront régler 7 disputes de famille. On souffle. C'est suffisant, vous soufflez pas, monsieur. C'est ce que je pense. Non, vous soufflez pas. Il souffle pas, hein, il souffle pas. Au même moment, l'étage du dessus. Tu es sorti à l'extérieur de ta mère? Non, on a ouvert la porte du couloir. Un brigadier essaie de reconstituer un autre drame familial. La planche qui était contre la vitre avec les bains en fer, mon Dieu. Et il faut s'armer de patience. Une déposition prend parfois plusieurs heures. Encore, c'est bon. C'est bon. Bien pris? C'est bon, là. C'est bon. Vous avez 1,28 g. 1,28 g, c'est beaucoup trop. Permis suspendu. Garde à vue. C'est bon, monsieur, vous pouvez dormir. Vous reposez. Minuit est passé sans qu'on s'en aperçoive. Repas amélioré et exceptionnellement, un demi-verre de champagne. Au fait, c'est aux frais des contribuables, le champagne. Ah non, pour les collègues, c'est pas gratuit. Il y a une partie qui est gratuite, il y a une partie qu'il faut payer, quoi. 10 ans en arrière, c'était comme ça. C'est le commissariat qui payait, maintenant c'est fini. Si on se débrouille pas, on n'a rien, quoi. À quelques pas de là, le ballet des interpellations continue. Mais le ton varie. J'ai mis les bras en l'air, on m'a dit mets les mains sur le capot, j'ai dit non je vais pas, tac tac tac, par terre, menotté direct. Voilà, j'ai rien fait du tout. Il n'aurait pas été agressif, ça serait très bien passé. Ouais, c'est l'alcool monsieur, je sais pas si vous buvez, mais franchement l'alcool ça rend agressif. Et de fait, les policiers lillois ont interpellé plus de 800 personnes depuis le début de l'année, rien que pour l'alcoolémie. La nuit de Noël, au moins pour cela, aura été une nuit comme une autre. Voilà pour cette nuit de Noël et on a donc appris qu'il fallait bien souffler fort dans le tuyau. Direction les stations de ski maintenant où l'on constate ces dernières années une recrudescence des accidents, notamment au niveau du genou, très exposé lors des chutes. Le matériel évolue, de nouvelles chaussures notamment permettent désormais de réduire les risques d'entorse du genou. Illustration au Grand Monté près de Chamonix, Mathias Hillion et Blaise Grenier. À gauche, une chaussure classique. À droite, une nouveauté qui devrait permettre de réduire le nombre d'entorses du genou. La blessure la plus répandue chez les skieurs. Le secret de ce modèle, c'est à l'arrière de la chaussure qu'on le trouve. Alors l'idée de cette chaussure, c'est quoi ? L'idée de cette chaussure, c'est de contribuer à protéger le genou du skieur. Auparavant, les traumatismes étaient plutôt sur la cheville, les chaussures sont plus hautes, donc maintenant, ils se font au niveau du genou. Et donc, les skieurs sont en déséquilibre, on a tout le poids du corps sur l'arrière, alors que la chaussure, avec son angle, vous maintient sur l'avant. Et le principe, c'est un déverrouillage du collier qui vous accompagne, qui amortit votre chute et soulage la tension sur le ligament. L'école nationale de ski et d'alpinisme forme les moniteurs et teste les nouveaux matériels. Donc là, c'est une rupture du croisé. Là également, on la voit très bien. Ancien médecin de l'équipe de France de ski, le docteur Herry est un spécialiste des blessures liées au sport d'hiver. Vous avez à peu près 10% des blessés qui ont une entorse grave du genou, c'est-à-dire des gens qui risquent d'être opérés et handicapés pendant un certain temps. Alors ces nouveaux matériels, c'est la solution ? Le nouveau matériel permet de prévenir certains types d'accidents, notamment les chutes arrière, où la chaussure, par exemple, peut déclencher à l'arrière, mais on ne pourra pas éviter tous les accidents. Pour réduire le nombre d'accidents et augmenter ses ventes, chaque fabricant a sa petite idée. Alors il y a la chaussure et puis il y a quoi d'autre ? La chaussure et un tas de matériel maintenant depuis quelques années. La protection dorsale, on n'en parle pas beaucoup, c'est quand même pas mal. Ça évite quand même quelques traumatismes. Et les fixations, parce que c'est ce qui nous relie avec la neige, essentiellement. Et c'est la seule chose qui vous permettra de perdre les skis, mais pas perdre les jambes. Le réglage de ces fixations est justement au centre d'une campagne lancée par les médecins de montagne cette année. Selon eux, une entorse du genou sur 2 est due à leur mauvais réglage. Allez, un peu de douceur maintenant avec Enzo qui a sorti récemment un nouveau disque. C'est le 4e pour cette chanteuse qui avait été révélée au grand public en 1995 avec, souvenez-vous, Juste quelqu'un de bien. Portrait signé Olivier Lenuzza et Raymond Chaplard. Ambiance cosy.
colorées, les rêveries amoureuses d'Enzo Enzo. Quand elle dort, il lui sourit, quand elle vit, c'est lui qui fait le mort. Le jour d'à côté, le 4e album d'une artiste qui repart à zéro. Quand elle sort, il reste au lit, quand il y a le fait celle qui dort. De nouveaux auteurs, de nouveaux compositeurs, la chanteuse aux origines slaves s'acoquine désormais avec la bossa nova. Je choisissais des mélodies tarabiscotées, je choisissais des arrangements très écrits. Et je suis arrivée à un moment où j'ai envie que tout ça soit plus léger. Enzo collectionne les récompenses, décoration d'officier des arts et des lettres, prix Charles Cros, sans oublier 2 victoires de la musique. De temps en temps, quand je doute de mon utilité dans le métier, je les prends et je prends du Mirror avec un petit chiffon et je les brique. Et ça me fait du bien. Juste quelqu'un de bien élu par les professionnels, plus jolie chanson de l'année en 1995. C'est une chanson qui m'a amenée dans le cœur des gens et qui m'oblige à être à la hauteur. Elle a changé de style et semble aujourd'hui plus apaisée. Comme une orange. Elle interprète des mélodies douces et sucrées. Enzo, mezzo voce. Pour ça qu'on pose alligator à cela. Qu'est-ce que tu fais toi? Et puis c'est avec une autre musique, celle du bruit des rubans qu'on arrache et des papiers cadeaux qu'on déchire, que nous allons refermer ce journal. Pour les enfants, ce matin, c'était l'émerveillement au pied du sapin décoré. Dans la nuit, le Père Noël est passé comme prévu et il a exaucé bien des souhaits. Reportage Diego Garcia et Claude Barnier. 25 décembre, matin magique. Le ciel est gris, mais le soleil va bientôt briller dans le cœur des enfants les plus chanceux. Louis s'est endormi en songeant aux jouets qu'il espère trouver au pied du sapin. Où est le Père Noël, pourvu qu'il ne tombe pas en panne de traîneau? Regardez les cadeaux. Matin unique. Dans les yeux de Louis et de son petit frère brillent les étoiles de Noël. Tous les enfants le savent, il habite le pôle Nord et voyage en traîneau. Et d'après Louis, pour choisir les plus méritants, le Père Noël a une technique. Il regarde s'ils travaillent bien et s'ils sont sages. Bien bricoleur. Être sage n'est pas suffisant. Pour avoir les plus beaux cadeaux, il y a une méthode infaillible. Tu dois écrire de la liste. Je dois écrire une lettre? À qui je l'envoie? Et tu l'envoies au Père Noël. Mais qui a-t-il sur toutes ces listes? J'ai mis un quad et puis aussi un jeu de Game Boy. Comment s'y retrouver dans cette énumération? Même le Père Noël peut commettre des erreurs ou des oublis. Père Noël, un boulot hors du commun. Un jeu de Lego. Hop, avec ça, tu vois. Noël, c'est une affaire de famille. Il n'y a pas de place sur la table. Est-ce que les parents, ça sait jouer avec les enfants? Non. Ça s'est pas joué, les parents? Petit don, on fait que ça. Noël, c'est avant tout le monde des petits, leur monde à eux. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la météo de Patrice Drevet, de la neige en montagne, mais aussi au nord de la Loire. Puis, s'il vous reste un petit peu d'appétit, la cuisine au beurre, un grand classique du cinéma français avec Bourvil et Fernandel, qui ne jure, lui, vous le savez, que par l'huile d'olive. Demain, à 13h, le journal sera présenté par Daniel Bilalian. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée. Une nouvelle fois, très joyeux Noël à tous. Et on se quitte sur ces magnifiques regards émerveillés des plus petits en ce jour de Noël. Bonsoir.